Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe une belle et heureuse année 2011. Qu'elle vous soit douce, sereine et remplie de petits et grands bonheurs quotidiens. Je dis ça pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous le soir du réveillon. Vous étiez partis réveillonner de façon festive, peut-être avec vos amis, dans votre famille, et vous avez bien fait d'en profiter. Alors nous allons continuer à l'aube de cette nouvelle année à être à vos côtés, à votre écoute, pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté, sans craindre d'être jugé, pour que vous continuiez à dialoguer entre vous, à partager vos expériences dans une atmosphère chaleureuse et solidaire, de façon à mettre en lumière, au-delà de nos différences, ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. La ligne est ouverte, comme tous les soirs, et vous y serez accueillis ce soir par Justin et Quentin, sous le regard attentif et bienveillant de Vivian Lecuivre, qui réalise cette émission. Et déjà, vos messages arrivent par SMS au 7 21 21, en les commençant par le mot nuit. Alors des messages Sergio qui me dit il faut vraiment faire quelque chose dans vos studios après Wendy, après vous. Voilà, maintenant que c'est Jean-Michel Duez qui s'est cassé la voix, il faut vraiment que ce vilain virus sorte d'ici. Oui, mais je crois que tant que l'hiver sera là, c'est ce que j'ai dit à Jean-Michel qui était juste à côté. Moi j'étais vraiment la tête baissée et je lui ai dit allez, va des rétros, Satanas, sors vite de ce studio. Je suis heureuse qu'il fasse son journal de minuit dans un autre studio. Il est très sympathique, Jean-Michel, mais là j'avoue que je suis bien heureuse qu'il soit pas dans le studio Coluche pour le journal de minuit, parce que j'ai pas envie qu'il me contamine. Vous avez raison, mon cher Sergio. Allez, il y a Eridan qui me dit je souhaite à tout le monde le meilleur, et personnellement j'ai 3 résolutions: continuer d'écrire, lire tout Shakespeare. Ouh là là, ça va vous prendre du temps, et devenir juste quelqu'un de bien, comme le chante si sobrement Enzo pour la dernière résolution. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal. Il y a Angie qui me dit j'ai une amie qui vit des moments difficiles, alors je vais suggérer de vous écouter si elle vous découvre ce soir. Bienvenue à Maïté. Il y a également First Lisa qui voulait souhaiter une très heureuse année à toute l'équipe et à vous tous, à tous les auditeurs. First Lisa qui était partie réveillonner le soir du 31 et qui l'a écouté en podcast. Il y a également beaucoup de messages qui arrivent, Jean-Louis qui remue le couteau dans la plaie, qui me dit est-ce que le sauterne était bon? Oui, je l'ai bu le lendemain, mais bon, pas avec l'équipe, avec des amis, et je dois dire, j'en profite, ils ont le casque sur les oreilles. Non, Justin, je le vois lever les yeux. Non, il était vraiment délicieux. Il écoute. Il a plus le casque sur les oreilles. Oui, il était une robe exceptionnelle. Ben oui, mais c'était mon père qui l'avait sorti de derrière les fagots de sa cave, et je peux vous dire que c'était pas fichu de nous. Bon, ben c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ça a fait plaisir à d'autres. Allez, l'écureuil également est là, qui dit Patricia, qui dit départ pour destination bonheur sur le vol 2011, durée du vol 365 jours, bagages souhaités, santé, bonheur et amour. C'est joliment dit. Et vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr, bien évidemment. Et puis Lali qui dit merci d'être là, merci à toute l'équipe, vous rendez mes nuits blanches plus colorées. Et on va accueillir tout de suite Gabriel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Gabriel. Je vais commencer par vous souhaiter une belle année à vous, à toute l'équipe. Merci Gabriel. Et puis, ça me fait du bien également. Merci. Ça me fait du bien d'entendre parler des familiers de l'émission. Vraiment, Oui, vous aviez envoyé un mail justement
vous étiez parti réveillonner chez des amis le soir du 31, parce que vous étiez un peu triste dans ce moment-là, et donc la présence comme ça chaleureuse d'amis, disiez-vous dans votre mail, allait vous faire du bien. Mais vous aviez une pensée pour Sergio, parce que vous disiez que le soir du 31, on avait la voix chaleureuse de Sergio à l'antenne, et ça a fait plaisir à beaucoup d'entre vous de l'entendre. Et d'ailleurs, il y avait des auditrices qui disaient, il a une très belle voix, Sergio. Ah oui, c'est vrai, sans virus. Non. Et non, 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 il la préserve, c'est vrai, il n'était pas enroué, l'ami Sergio. Bon, alors moi je vous avais appelé, c'est vrai que j'ai eu la chance comme j'ai des amis qui prennent soin de moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer réveillon avec eux, mais c'était un réveillon triste pour moi, puisque 2 jours avant, l'homme avec lequel je suis, mon compagnon, hein, on ne vivait pas ensemble, mais il disait cela de nous, que nous étions des compagnons, a décidé d'arrêter la relation, voilà, 2 jours avant le réveillon. Et Oui, c'est dur, hein. ouais, Une séparation ouais, ouais. est de toute façon difficile, mais alors en plus, à cette période-là de l'année. Bon, d'autant plus que les fêtes de Noël avaient été formidables, chaleureuses, et il était tendre, amoureux. Bon, peut-être que dans le contexte, on peut être tendre avec quelqu'un, et puis malgré tout souhaiter rompre. Mais bon, j'ai beaucoup de chagrin, parce que j'ai des sentiments très profonds pour lui. Je me suis beaucoup accrochée à cette relation. Je vous en avais déjà parlé. Je m'étais laissée un peu maltraiter, il faut quand même bien dire, parce que cet homme qui avait perdu sa femme, qui s'était suicidé il y a 6 ou 7 ans, était très très ambivalent avec son fils, qui me maltraitait physiquement. Et ça a été très très difficile, ça a continué. J'ai continué. Quel âge a son fils? Il a 19 ans maintenant. Mais vous voulez dire il en arrivait à lever la main sur vous? Oui, oui. Et Oui. cet homme ne réagissait pas? J'avais inspiré trop intensément, donc son fils s'était senti agressé. Enfin, vous voyez, des choses Oui, très difficiles, oui. mais il est dans une fusion absolument terrible avec Oui. son fils. Et c'est surtout un homme qui, 15 jours après le suicide de sa femme, a dit à ses enfants, bon, mais maintenant, on relève la tête et on n'en parle plus, et ils n'en ont plus jamais reparlé. Et ils Oui, n'ont ce qui est plus d'une jamais... violence considérable, parce que après un tel drame, on ne peut pas dire on met une chape de plomb et on n'en parle plus. Lui ne pouvait pas en parler, mais il ne pouvait pas imposer cela à ses enfants. Voilà, donc moi je suis arrivée Ça devant... explique ça, enfin ça Ouais, explique la violence. voilà. Ça ne la justifie pas, mais ça peut l'expliquer. Donc bon, je veux pas revenir là-dessus, parce que je veux pas lasser les personnes qui se souviennent peut-être de certaines choses, mais bon, cette violence avait beaucoup duré. J'avais insisté avec patience et une certaine constance malgré tout sur le fait que ce fils allait mal, que bon, qu'il fallait Oui, je m'en l'aider, souviens, oui, que oui, cette je me souviens. colère-là, Oui, vous avez été vous avez fait preuve, c'est le mot, de beaucoup de constance, oui. voilà. Et bon, si vous voulez, mon ami, il y a eu des choses nouvelles, c'est-à-dire que son entreprise, qui a licencié énormément de gens, l'a licencié également dans de très bonnes conditions économiques, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il a beaucoup de difficultés à retrouver une activité, et je mesure combien c'est difficile pour lui au niveau de son estime personnelle. Bon, il se sent en difficulté. Il y a beaucoup de choses qui se sont surajoutées à cela. D'autant plus, moi, j'ai une situation professionnelle. Je suis en libéral. Je gagne bien ma vie. J'adore mon métier. Je suis épanouie. Et il a pu mesurer progressivement la différence qu'il y avait
qu'il y avait entre nous, et il a souvent dit à des amis, mais Vous pouvez, pardonnez-moi Gabriel, oui, le son n'est pas très bon. Vous pouvez bien bien parler dans sûr, combiné ou je sais pas, il y bien a un sûr. problème avec le téléphone. Bon, C'est écoutez, comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux? un Comment peu est-ce? mieux, j'ai Un peu l'impression, mieux. oui. Bon, voilà, je vais faire attention, mais surtout redites-moi bien si ça ne va pas. Euh, bon, Oui, mais au-delà de ça, vous êtes encore en train de trouver oui, je sais. des justifications à l'attitude de cet homme. Mais vous, Gabriel, vous vivez aussi une situation difficile puisque vous avez perdu Oui, votre mère aussi. oui, depuis 2 ans, j'ai perdu beaucoup de gens, c'est Vous avez vrai. perdu quand même beaucoup d'êtres Oui, chers autour de vous. Enfin, oui, vous n'êtes pas épargné. Alors, bon, lui a vécu un drame. Vous avez perdu aussi beaucoup d'êtres chers, oui, dont votre mère quand même récemment. oui, Euh, bon, vous aussi, la vie ne vous a pas épargné. Et, et finalement, là, vous dites qu'à Noël, bon, il était plutôt tendre et attentionné ah oui, vis-à-vis de vous. oui. Et puis là, 2 jours avant le réveillon, il vous annonce qu'il rompt avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quelle façon qu'est- comment il argumente ça? Bon, je le trouvais un peu froid, hein, donc je l'ai un peu poussé à me dire les choses, et ben, il a argumenté en me disant qu'il en avait assez de tout et de tout le monde, qu'il aurait dû se séparer de sa femme qui était dépressive depuis la naissance des enfants, hein. Son aîné a Ah, 23 d'accord. ans, Ouais. qu'il en avait assez, qu'il supportait plus, qu'il avait besoin d'être seul, que voilà, c'est ces arguments-là qu'il a donnés. Et moi, j'ai répondu que je comprenais très bien qu'il en ait assez, qu'il y avait des circonstances. Bon, je lui tiens ce discours depuis très longtemps. Étouffer ses émotions, pour moi, ça n'a jamais été constructif, et ça me paraissait être plutôt dans l'immobilisme qu'autre chose. Mais oui. Bon, on a discuté très longtemps au téléphone, et je lui ai dit, mais moi, écoute, moi je suis pas d'accord, tu te poses des bonnes questions, parce que enfin j'entendais de la colère, vous voyez, par rapport aux événements qui se sont passés, et ça me semblait être une évolution plutôt positive. Mais bon, on s'est séparés au téléphone, donc, et puis nous sommes convenus de nous revoir le lendemain, et le lendemain, quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et ben moi, ça a coupé net ma discussion, parce que vouliez-vous que je dise à ça? Je ne sais pas si c'est vrai. C'est un homme gentil et fidèle, et c'est pas du tout, du tout, du tout dans son tempérament. Je n'exclus pas, hein, bien sûr, je n'exclus pas. Ça m'a fait un chagrin immense, mais j'ai arrêté là. Que vouliez-vous que je dise? Mais en même temps, maintenant que j'y réfléchis, je me dis qu'il a trouvé là un bon moyen de me faire taire. Voyez, je pouvais plus objecter que c'était parce qu'il n'allait pas bien et qu'il me Eh bien, jetait. écoutez, tant mieux dans un sens. Ouais, Tant mieux si, parce que moi j'ai l'impression que sinon vous lui trouverez toujours des circonstances oui, atténuantes. je crois. Parce que là, quand vous me dites, ah, enfin c'est constructif, il exprime de la colère, c'est vous positionnez en thérapeute. Un thérapeute dirait cela. Effectivement, en thérapie, on sait que le moment où la personne commence à exprimer de la colère, y compris parfois à l'égard de son thérapeute, c'est souvent un tournant dans la thérapie. Quand ça peut être un moment où la personne va enfin évoluer, je dis pas que c'est forcément nécessaire d'éprouver de la colère à l'égard de son thérapeute, mais on sait qu'on transfère tellement de choses sur son thérapeute que des personnes, c'est pas chaque thérapie est une aventure individuelle et toujours très singulière, mais pour certaines personnes qui ont tendance à la dépression, à l'autodépréciation et autres, et qui n'expriment rien, ne se rendent responsables de tout, eh bien, finalement, pouvoir exprimer de l'agressivité, enfin, s'en prendre à quelqu'un, et donc à la figure du thérapeute, ça peut être une bonne chose. Mais là, en l'occurrence, c'était à vous, et de quelle façon c'était... et là, il revient
tant d'années après sur le suicide de sa femme, en disant j'aurais mieux fait de la quitter quand elle était dépressive. On peut peut-être se poser des questions, pardonnez-moi, même si évidemment que un suicide a toujours des raisons multiples. Hein, évidemment, mais là aussi, quelle remise en question? Moi, j'entends un homme qui ne se remet pas en question. Il le fait pas, c'est vrai. C'est surtout ça. C'est parce que même après le suicide de sa femme, d'imposer comme ça un silence de mort. J'utilise volontairement ces mots. Il enterre 2 fois son épouse et la mère de ses enfants. C'est d'une violence inouïe ce qu'il a fait. Que lui ne puisse pas en parler, c'est une chose, mais qu'il impose ça à ses enfants. Alors que sur le moment, il soit sidéré psychiquement, hein, parce qu'un suicide c'est dévastateur. C'est un séisme pour ceux qui restent. Hein. Ça plonge dans une telle culpabilité qu'effectivement, on n'a plus de mots face à cela. Bon, qu'on n'arrive pas, qu'on ne puisse plus trouver les mots. Je le conçois aisément. Oui. Mais après on puisse se dire quand même, au moins pour les enfants, il faut essayer de trouver, au moins si on ne peut pas en parler, d'aller demander de l'aide, de dire il est important que quelqu'un demande l'aide de tiers, il s'agit de leur mère, de mettre des mots autour de ce drame. Mais là, non. Non. Et finalement, vous avez toujours été dans cette position de celle qui essayait de le faire progresser, évoluer. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui, alors c'est sa problématique à lui. Je dis pas qu'il il est constitué comme ça. Il est pas. Mais quand vous dites il est il est gentil, je trouve qu'il est pas très gentil vis-à-vis de vous, moi. Hein. Oui, je crois que j'ai besoin d'entendre ça, oui. Je le trouve pas très gentil vis-à-vis de vous. Je crois que j'ai besoin d'entendre ça et je suis vraiment en train de réfléchir à pourquoi je me laisse traiter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que je pense mériter dans la vie qui fait que je suis là, dans ce positionnement-là? Est-ce que je ne mérite pas mieux que ça? Ah ben ça, forcément. Si. De l'extérieur, vous méritez mieux que de jouer le rôle d'un thérapeute auprès d'un homme on n'a pas vraiment l'impression qu'il a envie d'évoluer et puis qui de toute façon vous balance des choses vraiment pas très agréables à la figure. Oui. Mais finalement, tant mieux hein, qu'il vous dise qu'il a rencontré quelqu'un. Même si c'est difficile à entendre, peu importe que ce soit vrai ou pas, parce que, comme vous dites, là au fond, tous les autres arguments, vous diriez « Ah oui, mais il dit ça parce qu'il est mal, parce qu'il est malheureux, parce que compte tenu de son histoire, parce que, voyez, vous seriez plein d'indulgence et dans une attitude soit très protectrice, soit très maternelle, soit très thérapeutique. Quand il vous oppose une rivale... Ben là, forcément, il y a quand même, là, vous effacez. Vous pouvez dire, bon, face à une autre, vous n'êtes pas dans la dimension, là où d'autres femmes diraient, bon, je vais me battre, Vous n'êtes pas dans cette dimension-là, puisque vous êtes plutôt dans une dimension très maternelle et très protectrice vis-à-vis de lui. Oui. Donc, vous n'êtes pas, c'était cet homme qui vous intéressait et que vous vouliez faire évoluer, faire progresser. Oui. L'enjeu pour vous n'était pas de la possession de cet homme ou de vous battre, entre guillemets, au sens figuré avec une autre femme. Non. Donc, le fait qu'il introduise une tierce personne, même si elle n'est pas réelle, fait que vous vous effacez. Donc, d'une certaine façon, là, pour le coup, il vous rend service. Il vous rend service parce que je pense que cette relation n'est absolument pas constructive pour vous. Oui, c'est difficile à entendre, mais j'entends ce que... j'entends ce que vous dites. Je me sens complètement perdue. Ouais.
Mais parce que vous perdiez dans cette relation. C'est difficile c'est-à-dire que je comprends que vous ayez essayé, parce que c'est dans votre personnalité. Vous avez certainement une personnalité très généreuse, une dimension très maternelle, très maternante, et aussi c'est dans votre pratique aussi. Oui. Bon, donc tout ça lié fait que cet homme vous a touché aussi, de par son histoire, de par ce drame qu'il a vécu. Bon, donc que vous ayez eu envie, vous avez aimé cet homme et vous l'aimez encore, donc que vous ayez eu... Tout le monde peut évoluer. Donc vous vous êtes dit, il peut évoluer, il a du mal à exprimer ses sentiments, ça peut évoluer. Mais au bout d'un moment, quand vous vous rendez compte que vous donnez beaucoup et qu'au fond, tout ce que vous donnez, il n'y a pas réellement d'évolution, et puis qu'il n'y a pas véritablement d'échange, c'est-à-dire qu'il ne tient pas vraiment compte de ce que vous lui dites au fond. C'est vrai. C'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que il y a de l'échange, mais qui est un peu à sens unique. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça qui est ambivalent chez moi, c'est qu'il m'a donné beaucoup de sécurité par ailleurs. Et j'ai travaillé pendant très longtemps au milieu hospitalier et j'avais très très peur de changer et de changer à la fois d'orientation, de passer en libéral, de travailler avec des enfants. Il y avait quelque chose qui... Bon, je me sentais en sécurité avec lui au début. Et je me dis, mais peut-être je me trompe, je me dis que c'est grâce à lui, en tout cas le soutien qu'il m'a donné, parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé, que j'ai pu changer d'orientation professionnelle. Je ne l'aurais pas fait si je m'étais sentie en sécurité. C'est ce que je me dis maintenant, peut-être je me trompe. Mais il y a eu, et il y a encore, en dehors de ces moments-là où c'est très difficile, un grand sentiment de sécurité par rapport à lui. Et c'est ça qui a fait que j'ai maintenu cette relation, parce que ça m'a porté beaucoup sur ce plan-là. Bon, écoutez, il y a eu certainement des choses aussi heureusement positives pour vous. Oui, hein beaucoup. Tant mieux. Bon. Beaucoup, et puis bon, mes parents l'aimaient beaucoup, je l'avais présenté à mes parents l'aimaient beaucoup. Et mon père m'avait dit, alors vous voyez, c'est toujours pareil, les fidélités comme ça, parce que mon père est mort il y a 2 ans, mon père m'avait dit, tu sais, je suis heureux de penser que tu es avec lui, voilà. C'était, même si il savait qu'il y avait des choses très difficiles à cause de son fils cadet, il savait que ça se passait très bien avec son fils aîné, ça continue à se passer ainsi. Mes parents, dont le jugement était important pour moi, me renvoyaient ce côté positif. C'était important pour moi. Oui, bien sûr que c'était important, parce que ça le légitimait, il validait votre choix. Oui. Donc, mais en même temps, le fait même que cet homme laisse son fils lever la main sur vous, était problématique, était même pas le mot, était de l'ordre de l'insupportable, tant pour vous que pour son fils. Ouais. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose d'assez fou. Parce qu'au fond, la base du problème, c'est lui. Oui, tout à fait. Et il le sait. Oui, il le sait. Inconsciemment, consciemment, il le sait. Et c'est pour ça qu'il n'intervient pas. Oui, il le sait. Hein, le principal responsable de cette situation, c'est lui. Oui, on sait toujours, quand on se dispute, c'est toujours
à cause de lui, toujours. Oui, mais le problème, c'est-à-dire que c'est là où il est dans une passivité. Il est dans une forme de passivité qui est assez agressive. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont agressifs très ouvertement, très en action, en parole ou dans leurs actes. Et puis, il y a des résistances passives. Ouais. Et là aussi, on est dans l'agressivité. Il y a des enfants comme ça, il y a des adolescents, beaucoup comme ça. Il y a des adultes aussi comme ça. Oui, C'est-à-dire que vous leur... ils ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent ni en parole, ni en acte. Ah ben non, ils ne font rien. Mais finalement, ne rien faire. Vous dites des choses, vous dites que dans la relation de couple, il y a des choses qui ne conviennent pas. Alors, oui, apparemment, oui, ils écoutent, bon, mais rien ne bouge. Là, il se passe des choses graves, parce que quand on est dans le passage à l'acte, c'est grave. C'est grave. Hein, de laisser comme ça un jeune homme vous faire taper, un jeune homme en proie à des accès de violence, c'est quand même très culpabilisant, c'est très problématique. Et puis, le père, qui est le représentant de l'autorité, n'intervient pas. Donc, laisse son fils comme ça livré à ses accès de violence, à ses pulsions. C'est très problématique parce que c'est sur vous, mais ça pourrait être sur d'autres personnes. Alors vous, effectivement, vous représentez la femme qui prend la place dans sa tête, la place de la mère. Mais pourquoi ? Parce qu'aussi, le père vous n'a pas clairement, ne vous a pas clairement dit quelle était votre place, la place de l'une, la place de l'autre. Oui. Enfin, vous voyez, cette place vacante, la place de la mère décédée, ça n'a pas été parlé, tout ça. Donc, il est aussi terriblement responsable dans cette situation. Je sais. Bon, alors vous ne pouvez pas non plus tout excuser, vous. Et c'est pour ça que cet homme, il a aussi, par beaucoup de côtés, bien des aspects destructeurs. Comme dit Eridan, un amour qui nous apparaît comme une bouée signifie surtout qu'il y a un naufrage quelque part. Et attention, c'est joliment dit qu'il n'y ait pas le vôtre d'une certaine façon. Hein, c'est ce que dit Rémi aussi, laissez-le, vous avez fait preuve de trop d'abnégation. Oui, c'est vrai. Je crois. Hein. Des mails aussi. Voilà, c'est Françoise aussi qui dit vous aimez trop à sens unique. Voilà, je crois que... Et Doudou qui dit accepter que son fils porte la main sur vous est de sa part simplement inacceptable. Vous avez mieux à faire sans lui. Oui. Il a mieux à faire sans vous et vous avez mieux à faire sans lui. Il n'a pas réglé des choses et vous ne pouvez pas l'aider à les régler. Vous avez suffisamment fait pour lui. Il faut que vous avanciez. Oui. Mais ça me renvoie, mais ça, je le travaille avec un thérapeute depuis un petit moment, ça me renvoie aussi à la solitude, à l'abandon. Bien sûr, oui, mais il faut que vous avanciez là-dessus, il faut le travailler ça, Gabrielle, bien sûr. Mais il faut continuer à travailler ça. Mais cet homme vous laisse dans une forme d'abandon. Hein. Donc, le sentiment de sécurité que vous avez avec lui est un peu illusoire. Hein. Travaillez-le parce qu'il vous laisse dans une forme d'abandon. Il vous a laissé dans une forme d'abandon. En tout cas, face à la maltraitance de son fils, il vous laissait dans une forme d'abandon. Prenez soin de vous, hein, Gabrielle. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Vraiment encore une très très bonne année pour vous. Une belle année. Merci, mais qu'elle vous soit plus douce, plus sereine. Hein. Je vais prendre soin de moi. Merci. Je reste à votre écoute. Merci, Gabrielle. Au revoir. À bientôt, Caroline. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, des courriels qui arrivent sur le site europe1.fr, Dolce Vita, et oui, comme le pseudo l'invite,
l'indique, ça vient d'Italie, qui me dit: sachez que ma bonne résolution pour la nouvelle année était d'oser vous envoyer ce message pour vous dire combien votre émission était devenue importante pour moi. Je vis en Italie et je vous écoute chaque soir. Eh bien, écoutez, bienvenue, et j'espère que vous allez nous en envoyer plusieurs, et puis pourquoi pas nous appeler. Ah non, vous pouvez pas de l'étranger, c'est vrai, nous appeler au 39 21, mais à ce moment-là, nous mettre votre numéro de téléphone, et puis nous, on vous rappelle. J'espère que vous avez un peu ce délicieux accent italien qu'on pourra vous entendre à l'antenne. Siana me dit: il est doux pour moi de retrouver votre voix après une longue hospitalisation pendant les fêtes. Se remettre est au moins aussi dur que de réussir à vivre à nouveau proche des siens, mais qu'il est bon de rentrer chez soi. Bonne convalescence à vous. Il y a également Milena qui dit: j'aimerais souhaiter une meilleure année à tous ceux pour qui la précédente a été douloureuse, comme cela est mon cas. J'espère qu'elle sera pour nous réparatrice et porteuse d'un bonheur espéré. Une bise à tous les auditeurs et à toute l'équipe de la part de Milena. Et puis, il y a Jean-Pierre qui dit: pour cette année 2011 et pour vous, je vais allumer des feux de joie et des flammes d'amour qui brûleront toujours, car j'ai compris enfin comment entretenir le feu. Dommage, là, on n'a pas... il faudrait mettre Johnny derrière, allumer le feu. Eh oui, on n'a pas ça, Vivian. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini le 31, on n'a plus de son. Ah, il faudrait là un petit coup de Johnny. Allumer le feu. Eh oui, mais non, mais il faut que Johnny, là. Hein. Bon, alors justement, je reçois un mail du Trublion qui me dit: alors, il n'y a pas de bruit de pétard, il n'y a pas de langue de belle-mère ce soir. Moumoun voudrait bien prolonger un peu la fête. Il nous reste une bouteille de vin blanc très 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 doux, me dit le Trublion. Eh non, le 31 est passé. Il faudra attendre maintenant, il faudra attendre l'année prochaine, hein, mon cher Trublion et mon cher Moumoun. Alors, je reçois un message au 7 21 21 de notre Majesté qui était absent, qui nous a même pas fait un petit message enregistré pour le 31, mais ces nombreux messagers lui ont relayé la bonne parole et qui ont dit: j'ai écouté l'émission du 31 sur le net, maintenant j'exige qu'à chaque envoi de mes SMS, on mette une musique royale. Eh oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, Fifi avait envoyé comme ça, quand on parlait de Sa Majesté Georges, c'est vrai qu'il y avait un fond sonore, une musique royale qui accompagnait. C'est vrai que c'était très classe, je reconnais. Bon, mais est-ce qu'on va pouvoir faire ça toute l'année? Je ne sais pas. Peut-être avoir des problèmes avec ma direction, moi, hein, si on fait ça. Hein, alors, je veux bien, Sa Majesté, mais si on est viré, ah oui, ça pose un peu problème quand même. Allez, on va accueillir maintenant Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, tous Merci. mes meilleurs vœux pour vous et puis tous ceux qui vous entourent. Merci Voilà. beaucoup, Romain. Très belle année à vous également. En fait, moi, je vous appelle suite à l'émission de jeudi. Suite à l'émission de jeudi, vous avez eu un de mes amis au téléphone. Oui. Et moi, j'ai écouté cette émission en podcast, en fait. Et c'était Sébastien, si vous voyez. Alors, Sébastien, oui, qui voulait faire... alors, attendez, Sébastien voulait faire son coming out auprès de ses parents. Voilà. Oui. Donc, il m'a appelé. J'ai écouté en sa présence l'émission en podcast. Oui. Et on a longuement parlé. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai fait mon coming out auprès de ma mère, je l'ai fait un petit peu brusquement. Donc, je me suis dit, peut-être tu devrais le faire. Et il m'a dit, je peux pas être comme toi, quoi, parce que moi je suis plus entreprenant, je dis plus les choses, lui il est plus timide, vous voyez. Et moi ça s'est passé que ma mère, on se disputait, je ne sais plus pour quelle raison, puis elle me dit, plus vulgairement, elle me dit, tu m'embêtes, quoi. Ben je dis, si tu veux que je t'embête, eh ben je suis homosexuel. Ça m'a soulagé. Ça m'a
ça m'a donné comme des ailes dans le dos. Et je me suis demandé, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Et puis au moins, comme ça, ta mère le sait, et puis c'est tout, quoi. Là, tu cherches plus à comprendre, quoi. Et il sait pas trop quoi. Il sait pas trop. Oui. Écoutez, ce qui est, c'est très compliqué de donner des conseils aux autres en ce domaine parce que comment a réagi votre mère? Ma mère, c'est vrai que quand on était gamin, moi mes enfants, jamais homosexuels, jamais. Et quand je lui ai dit, je suis montée directement dans ma chambre parce que je voulais pas un conflit de plus. Je suis montée dans ma chambre, elle a ouvert la porte, elle m'a dit, tu sais, de toute façon, Romain, il y en a de plus en plus des homos. Hein. J'ai dit non. J'ai dit non, on se cache de moins en moins. Et maintenant, elle le sait, mais elle veut l'occulter, entre guillemets. Vous voyez, elle le sait. Une fois, je lui ai dit, écoute, j'ai Julien à te présenter. Non, je veux pas le voir. Vous voyez, elle voulait pas le voir. Vous êtes plus âgé que Sébastien, vous? Sébastien, il a 25 ans, moi j'en ai 32. Oui. Donc finalement, elle est encore dans un déni, votre mère. Vous lui avez dit, mais elle ne veut pas entendre. Voilà, moi j'avais 29 ans quand je lui ai dit. Et elle m'a dit, j'ai pris ça comme une bonne blague, quoi. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu t'y feras, ça va s'arrêter, quoi. Ça va s'arrêter. J'ai dit, mais attends, maman, à 29 ans, ça s'arrête pas. Hein. Oui, elle n'a pas envie d'entendre cette réalité. C'est-à-dire, elle pense que ça va s'arrêter. Vous voyez, comme si voilà, tout à fait. on arrêtait d'être finalement son attirance, son orientation, de quoi vous êtes fait finalement, votre désir, votre désir, votre bon. C'est même pas, je veux dire, c'est un désir, oui et non. Je suis comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai pas d'attirance envers les filles, bon. Oui, voilà, oui, bien sûr. Je suis née comme ça. Je suis depuis tout gamin, je le sais. Hein. Et c'est comme si, on disait, vous avez les yeux bleus, ou tiens, non, on va changer, on va vous demander d'avoir les yeux marrons. Enfin, voilà, tout à fait. C'est bon, vous pouvez pas changer comme cela. Tout à fait. Et j'ai longuement parlé à Sébastien. Et mais vous voyez que même vous, dans votre situation, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Votre mère, au fond, vous lui avez dit, ça vous a soulagé, vous. Je ne suis pas sûre que ça l'a pas soulagé elle. Ça l'a pas soulagé elle. Oui, mais quelque part, mais que maintenant elle le sait. Maintenant, elle est sur le. Elle m'a pas mis dehors, elle m'a... Voilà, oui, mais alors attention, Romain, à ne pas calquer sa propre expérience sur autrui. Parce justement, que, c'est pour ça le but de mon appel, c'est pour savoir si... vous avez bien fait, parce que ça arrive assez souvent que parfois des révélations comme ça d'homosexualité se fassent sous le coup, justement, d'une dispute. C'est-à-dire que ce secret devient tellement lourd au bout d'un moment à porter. C'était très lourd, très lourd. Oui, mais je comprends que ça soit lourd de vivre au fond avec quelque chose qui soit dans l'obligation d'un secret, alors que cela n'a rien de honteux, mais qu'on doit vivre dans sa famille comme ça doit rester secret, tabou. Donc, voilà. Vous l'avez bien dit. Bon, vous étiez en colère, vous étiez, finalement, ça n'avait... c'est vraiment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, pardonnez-moi l'expression. Tout d'un coup, vous disputez. Je fais 90 kilos, j'avais l'impression d'en faire 30. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire que ça arrive, voilà, tout d'un coup, c'est oui, d'accord, voilà, je suis homosexuel. Bon. Voilà. Passe-moi le sel. Enfin, il n'y a aucun rapport, quoi, avec la choucroute. Il n'y avait aucun rapport. C'était aucun rapport. Auprès d'un chat, parce qu'elle voulait un chat. Oui, mais j'ai bien compris. Et paf, c'est sorti d'un seul coup. Oui. J'ai dit, bon, c'est bon. Mais c'est à haut risque. Parce que vous évidemment, pour vous, c'est pas une révélation. Hein, pour les parents, ça peut en être une. C'est-à-dire qu'il y a des parents, il y a de multiples cas de figure. Il y a des parents qui, au fond, savent.
mais Oui, qui... elle le savait plus ou moins. Mais moi, contrairement à Sébastien, son père, par exemple, est très embêtant avec ça. C'est du genre, est-ce que quand vas-tu avoir une copine, quand vas-tu avoir une copine? Mais moi, j'avais des copines exprès pour faire plaisir à maman. Bon, alors attendez, ce que je veux dire par là, c'est que je voudrais un peu développer, parce qu'il y a des parents qui sont, qui savent et qui font ceux qui ne veulent pas savoir, qui se voilent la face. Il y a ceux qui ne se doutent absolument pas, parce que finalement, ils ne voient pas leur enfant. Finalement, cela saute aux yeux de tout le monde, mais eux ne voient pas leur enfant tel qu'il est. Et pour cela, ça peut être un choc terrible. Et ils peuvent effectivement très mal le vivre, parce que de la même façon que pour certains jeunes, se vivre différent est compliqué. Pour certains parents, apprendre que leur fils ou leur fille est homosexuel, ça peut être difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rejeter leur enfant. Ça veut dire que dans les premiers temps, ça peut être compliqué, parce que effectivement, il y a de la culpabilité, se dire encore, malheureusement, ça fait partie, mais se dire, tiens, on a peut-être mal fait quelque chose dans l'éducation, on ne va pas avoir de petits-enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Bon, je ne dis pas pour tous les parents. Il y a encore des parents qui mettent leur enfant à la porte aussi. Hein. Donc, Oui, il faut... Bon, alors, il y a encore des difficultés qui peuvent survenir. Donc, il faut quand même être vigilant, d'autant que dans le cas des parents de Sébastien, au-delà de son homosexualité, Sébastien nous confiait quand même que ses parents ne semblaient pas du tout s'apercevoir qu'il avait grandi, tout simplement, surveiller ses sorties comme si c'était un enfant âgé de 10 ans. Même, voire même, c'était incroyable. Là, quand il sort, ils veulent savoir où il va, avec qui, à quelle heure il rentre. La soirée du 31, c'est avec qui il allait. Bon. Donc, il y a vraiment un gros problème où le père, nous disait-il, était limite à lever la main sur lui. Donc, un contexte familial quand même très, très particulier. Donc, peu propice à la relation de confiance et d'échange. Moi, quand je l'ai dit à ma mère, non plus, il n'y avait pas la même chose que lui. Que lui, il est encore chez ses parents. Moi, quand je l'ai dit, j'étais déjà partie de chez mes parents depuis 7 ans au moins. Voilà, donc ça compte aussi, parce que là, vous soulevez un point important, Romain, c'est que Sébastien est pour le moment complètement dépendant financièrement de ses parents. Je lui ai dit, trouve un travail, parce que ça peut pas continuer comme ça. Et je lui ai dit, oui, c'est un bon conseil. C'est dur, là, bon, là, il est parti en formation là pour l'instant, mais c'est très dur pour l'instant. Mais il faut déjà qu'il s'autonomise par rapport à ses parents. Et à ce moment-là, ça sera plus simple pour lui. Il faut déjà qu'il puisse, pour le moment, il est trop dans une dépendance financière et affective. Parce que moi, je craignais, c'était le point de vue vraiment assez partagé, hein, il y avait quelques voix dissonantes, mais des auditeurs. C'était révéler son homosexualité et continuer à vivre sous le même toit. Je craignais que ça soit un enfer pour lui. Je lui en ai parlé, donc justement, on a écouté votre émission dimanche au soir. Je lui ai dit, écoute, à la rigueur, tu vas avec ton nouvel ami, tu te trouves un appart, tu restes quelque temps chez ton ami, et au bout de quelques temps, tu leur dis, voilà, je viens avec un homme, je suis avec un homme. Est-ce que là, ça serait peut-être beaucoup plus facile, puisqu'il serait parti déjà de chez lui?
Oui, en même temps, pour le moment, ça fait 3 semaines qu'il est avec son ami. Oui. Donc moi, je leur souhaite à tous deux, puisque ça a été un coup de foudre vraiment le meilleur pour cette histoire. Mais c'est vrai que je pense que pour Sébastien, il serait bon, comme vous lui disiez, qu'il puisse acquérir une autonomie, lui, financière. Parce que si c'est pour partir de chez ses parents, pour aller vivre chez son ami, se retrouve dépendante de son ami, c'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Donc ça serait important qu'il ait une formation, qu'il trouve un boulot et qu'il ait une autonomie financière. Parce que, bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Je souhaite encore une fois que cette histoire d'amour dure, mais qu'il ait vraiment, lui, sa propre autonomie. Et avant de débarquer comme ça et de s'installer, voyez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous disiez ça parce que j'arrête pas de le lui dire en ce moment et puis il m'embête un peu avec ça. Parce qu'il est très amoureux. Il est très amoureux. Il est complètement mais tant mieux, amoureux. Tant mieux. Ça l'aide. Moi, j'ai peur justement que cet amour justement il soit aveugle, quoi, en fait. Oui, mais en même temps, écoutez, quand on est comme ça dans les premiers temps d'une passion amoureuse, on a tendance tous à fonctionner comme ça. Hein. C'est bon, vous êtes extérieur, c'est normal. Et puis il est tellement dans une situation d'oppression dans son milieu parental que c'est une bouffée d'oxygène aussi, cette histoire d'amour pour lui. Hein. Donc on peut comprendre qu'il investisse aussi de cette façon-là. Il est super heureux. Je suis même très 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 content pour lui. On habite assez loin de l'un de l'autre et il me raconte tous les jours. Il est super heureux. En tout cas, il y a Violaine qui dit Sébastien a 2 personnes à convaincre, son père et sa mère. C'est plus compliqué pour lui. Et Ridane qui dit vous devriez quand même expliquer à Sébastien qu'il doit acquérir son autonomie avant de faire son coming out. C'est là où se trouve le point névralgique de son histoire. C'est l'arme secrète de ses parents depuis toujours. Et puis Fonzi qui dit vous avez été très courageux de le dire de cette manière brutale à sa mère. Et en même temps c'est un risque parce que c'est vrai que ça soulage sur le moment, comme vous dites, on s'enlève l'épine du pied, mais c'est à risque. Moi je ne le conseillerais pas. Oui, mais justement, quand on peut réfléchir, vous n'avez pas réfléchi. Sébastien a appelé, a éprouvé le besoin d'en parler, et justement. Il disait je réfléchis à la façon de faire mon coming out et justement sa démarche est très différente de la vôtre. Il éprouve le besoin de réfléchir parce qu'il sent que face à ses parents ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Donc chaque personne avance à son rythme et je crois Romain il n'est pas pareil, oui, mais ne lui conseillez pas la façon brutale. Je pense qu'avec ses parents ça ne pourrait pas fonctionner. Merci beaucoup en tout cas Romain de votre appel. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Et puis je vous souhaite encore tous mes vœux et puis à bientôt peut-être. Moi aussi, et mes amitiés à Sébastien. Au revoir. Voilà, n'hésitez pas à lui dire qu'il nous donne de ses nouvelles d'ailleurs. Eh bien je vais l'appeler tout à l'heure, je lui dirai tiens. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Pas mal ça, hein, comme les propos, c'est pas misogyne ça encore. Allez, des messages qui arrivent au 7 21 21 pour en réaction au témoignage de Romain. Alors des messages, Jean-Paul dit chaque intimité est différente et on ne peut pas l'annoncer de la même façon. Il y a Christophe de Rennes qui dit cher Romain, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, chaque personne est différente. C'est ainsi, chacun son histoire. N'ignorez pas ceux qui souffrent au fond des campagnes comme dans les villes. La société évolue, certes, mais encore lentement. Alors, soyez prudents, la souffrance existe tellement. Et puis, First Lisa dit, non, je ne crois pas qu'il faille que Sébastien l'annonce de cette façon-là,
car ses parents, surtout son père, est violent et risque de le mettre à la porte. Et puis, des vœux de Poupig qui dit Blo avez mat, année bonne en breton. Et je souhaite que l'émission dure encore longtemps, tendre vœux. Et puis Anna qui me dit, ah ben alors ça, Sa Majesté exige maintenant. C'est vrai, j'avais noté le exige jusque-là. Sa Majesté Georges m'ont demandé. Non, maintenant c'est nouveau. En 2011, Sa Majesté, tiens j'en bafouille, exige. Elle dit, ah ben alors vous qui le disiez timide, je n'en crois rien. Bientôt il va demander à ce qu'on lui construise un palais. Oui, c'est pourquoi pas. Bah, après tout, un roi sans palais. Allez, Anna est bonne joueuse, elle dit God save the king. Have a nice night. Anna, vous me réservez un peu d'anglais pour cette année 2011. Oui, c'est vrai. Allez, il faut que je m'y remette un petit peu. On n'a eu que des titres en français là. Donc, il faut que je cultive un petit peu. Il y a également Jennifer qui dit « Ça fait 2 mois que j'écoute votre émission tous les soirs. Je n'en loupe plus une seule. Je traverse un moment difficile et le fait de vous écouter, ça me donne le courage et l'envie d'avancer malgré mes soucis. » Mais écoutez, ma chère Jennifer, pourquoi ne pas appeler pour nous parler un petit peu de vous? Et j'espère que comme ça vous aiderait à avancer et puis peut-être pouvoir dialoguer aussi avec d'autres auditeurs. Allez, il est minuit pile, c'est rare, mais nous sommes à l'heure. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 23h à 1h. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en toute liberté. Il n'y a pas de thème, c'est vous qui décidez en fonction de votre humeur, de vos états d'âme du moment. Et vous pouvez dialoguer entre vous, partager vos expériences de vie en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Olivier me dit ce serait quand même sympa de préparer du vin chaud pour Jean-Michel Duez avec modération, bien sûr. Ah, je ne le vois plus dans le studio. Il est peut-être déjà au distributeur en train de s'en préparer un. Mais non, il n'y a pas de vin chaud au distributeur d'Europe 1. Bah non, on n'a pas le droit. Peut-être un petit lait chaud. À mon avis, il doit déjà être, je sais pas, dans le taxi, ou je sais pas comment il rentre, Jean-Michel, mais il doit avoir hâte de se glisser sous la couette avec un petit bonnet de nuit et des chaussettes. Ah oui, ça fait moins fantasmer, mesdemoiselles et mesdames. Mais que voulez-vous? Si vous voulez qu'il revienne avec sa belle voix grave, il va falloir qu'il se réchauffe un petit peu. Et puis, il y a First Lisa qui dit, vous allez voir, 2011 va être placé sous le signe des restrictions. Bientôt, le roi Georges va nous faire payer la taille et la gabelle. Vu comme c'est parti, je le crains, parce que Sa Majesté exige, ça me paraît mal parti, moi. Et alors, qu'est-ce que ça va être en 2012 Je vous le dis pas, mais bon.
On va voir. Allez, on va accueillir tout de suite Yves qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous Yves. Très belle année. Ainsi qu'à tous les gens de la nuit qui nous écoutent. Si ce sont des gens de la nuit, ça veut dire qu'ils aiment les salles obscures. Une belle année à vous dans les salles obscures Voilà. et pleine de beaux films à nous faire partager comme ça avec votre verve, votre passion habituelle à l'antenne. Hein. La dernière fois que je vous appelais, c'était il y a environ 2 mois, c'était pour vous parler de Vénus Noire. Oui. L'avez-vous vu? Je vais vous décevoir, non. Mais c'est dommage parce que c'est un film qui a eu, Oui. qui n'a pas eu de succès. Il n'a pas eu de succès, Non. Vénus Noire? Il a disparu de l'affiche. Il est invisible maintenant. C'est bien dommage. Oui, malheureusement, j'ai entendu des gens qui avaient peur un peu du sujet, peur de. Vous en aviez parlé d'ailleurs à l'antenne. Vous en parliez très bien en disant que le thème pouvait faire un peu peur c'est-à-dire cette peur d'être un peu voyeur, puisque c'était le thème du film, cette femme qu'on a exhibée, Voilà. finalement, ce qui était malheureusement, ce qui a été réel, cette femme qui avait été Absolument, ramenée c'était genre, oui. et exhibée comme une bête de foire dans les salons parisiens et est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on a craint la dureté, peut-être C'est-à-dire que le côté exhibé, oui, c'est dans la première partie du film. C'est vrai qu'il y a des scènes un peu insistantes, mais moi j'ai bien compris que c'est voulu de la part du réalisateur, dans la mesure où la caméra insiste surtout sur l'attitude des gens qui sont autour, qui regardent, quoi. Bien sûr, mais je comprends bien, c'est l'œil qui regarde, c'est Voilà. toujours le problème. Et puis, de toute façon, ça a été la réalité. Oui, absolument. Absolument. C'est pas. Je veux dire, si on se sent, si certains spectateurs, j'entendais comme ça, des gens dire qu'ils s'étaient sentis voyeurs, que ça les avait mis mal à l'aise. Et dans un sens, c'est une réaction très saine, C'est au le fond. but du film, en fait. C'est que, ce qui est terrible, c'est que ça ait pu. Que ça ait pu exister, qu'on ait pu exhiber comme ça un être humain, en oubliant que c'était un être humain. Alors, jusqu'à maintenant, je vous appelais pour vous vanter les coups de cœur de films français. Oui, c'est vrai. Dans les films Ouais. français, les coups de cœur, je n'en ai pas. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. J'ai été déçu par je vous appelle pas pour démolir un film que j'ai pas aimé, mais déçu, pas très très déçu, mais enfin c'est quand même pas grand chose. Le film Potiche de François Ozon. Ah non! C'est pas terrible. Ah, écoutez, justement, j'en parlais avec Vivian. On en parlait parce que je savais que vous alliez nous parler cinéma. Oui. On a adoré, Vivian et moi. Moi, je l'ai trouvé très moyen. Ah bon? Oui. Bon, ça fait catalogue de stars avec Deneuve, Depardieu, Lucchini. Mais écoutez, moi, j'ai... Au service d'une histoire qui n'est pas extraordinaire, qui est assez datée quand même. Eh bien, écoutez, moi, je les ai trouvés... Alors, moi, j'ai trouvé Catherine Deneuve époustouflante. Oui, mais c'est bien joué, oui. Je l'ai trouvée époustouflante dans ce film. Oui, c'est vrai que dans ce film, elle a un rôle original. Ce n'est pas la beauté glacée qu'on voit d'habitude. Et non. Je l'ai trouvée, c'est tout en finesse. Oui. Vous voyez, j'ai même préféré, alors que j'aime beaucoup ce que fait Lucchini, j'ai trouvé que lui était plus attendu dans son rôle. Oui. J'ai trouvé que Deneuve, les Deneuve et Depardieu, je les ai trouvés extraordinaires. Ah, mais ce sont des grands comédiens. Oui. C'est un mais grand alors, comédien. Mais moi, ce que je reproche un peu, c'est le scénario qui est un peu... Ah ben, c'est la pièce... C'est la pièce. Une pièce des années 70. Oui, mais c'est tellement d'actualité. Jacqueline Maillan. C'était un peu remis au goût du jour, mais j'ai pas trop... Bon, enfin, voilà. Bon, écoutez, c'est marrant parce que Potiche, il y a effectivement ceux qui adorent et ceux qui n'ont vraiment pas accroché. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré. De ceux qui ont adoré. Je me suis régalée, j'ai vraiment ri, j'ai passé un moment extraordinaire. Bon, voilà.
Bon, c'est comme ça, hein, mais j'ai Vous savez, vraiment... le grand avantage des cinémas, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Ah oui. Oui, Mais oui. en tout cas, c'est vrai que en général, vous n'appelez pas pour dézinguer un film. Vous nous appelez pour... C'est vrai, vous nous parlez de vos coups de cœur. Voilà, parce que moi, mon coup de cœur, là, en ce moment, c'est un film que j'ai vu il y a une dizaine de jours. C'est un film anglais qui a pour titre Un Norveilleur. Oui. Excusez l'anglais qui n'est pas Oui, très compatible écoutez, je vais... qui n'est pas très compatible avec mon accent du sud-ouest. Oui, c'est bon. Hein, moi, je vous ai compris, en tout cas. Je vais vous le refaire, moi, je vais avec l'accent, vous voyez, le Another Year. Voilà. C'est un film formidable et surtout, c'est un film dont il ne faut pas raconter l'histoire à d'autres parce que c'est tellement banal comme histoire que ça en est déconcertant. Et pourtant, quand on voit le film sur l'écran, c'est formidable, c'est admirablement bien fait, bien joué, joué par des comédiens anglais qui sont inconnus en France et pourtant ils sont tous formidables. Et Mike Leigh, moi, c'est un cinéaste que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est lui qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 96 avec le film Secrets et mensonges. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Bon, vous bien voyez sûr. un peu le genre de film. Oui. Bon, ben on y est magnifique. dedans, quoi. C'est toujours le style de Mike Leigh, c'est la vie qui passe, les bonheurs et les joies de gens. Là, en l'occurrence, c'est une fille d'une quarantaine d'années qui déprime, qui est très mal dans sa peau et qui s'accroche à l'amitié d'un couple de sexagénaires heureux, quoi. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur l'histoire, mais je vous assure, c'est bouleversant, c'est pétri d'humanité, c'est du grand cinéma, du très très grand cinéma comme seul Mike Leigh sait le faire. C'est typiquement anglais, et non, moi je trouve ça très 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 bon. Voilà. Il y a Christophe de Rennes qui dit effectivement... Vénus noire fantastique, Keshish est immense. Oui, c'est vrai. Alors Christophe qui a vu Un balcon sur la mer, il a trouvé superbe. Oui, mais écoutez, moi c'est un film que je n'ai pas voulu voir, je vais vous dire pourquoi, parce que ça rappelle, le scénario me rappelle tellement le film de Truffaut, La femme d'à côté, avec Depardieu et Fanny Ardant. C'est un film qui a pas loin de 30 ans. Que j'ai aimé ce film. Oui. Le scénario vous rappelle... Ah oui, écoutez, moi je l'ai pas lu le scénario. Donc je veux aller le voir. Oui. J'ai pas lu le scénario du tout. J'ai vu juste la bande-annonce. Oui. Mais alors le film de Truffaut m'avait bouleversé. La femme d'à côté, oui. Puis c'était la grande époque de Gérard Depardieu. Mais ce film est totalement bouleversant. Et puis c'était Truffaut c'était... attendez, oui. Oui, puis enfin servi par Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Depardieu, oui. C'était en 81. 81 Ah oui, le temps déjà passé vite. Le temps passé Oh là vite, là, vous savez. oui, en effet. Et Truffaut et nous... Il y avait une intensité entre eux. C'était, je me souviens de la scène du parking. Oui. Quand ils se retrouvent, c'était toute la passion était là, quoi. Oui. Oui, alors voilà. Alors pour en revenir à un autre. Oui, excusez-moi, moi j'étais partie dans Truffaut, mais parce que je trouve qu'ils incarnaient tellement bien la passion tous les deux. Il y a Sergio, tiens, il dit mes meilleurs vœux à Monsieur Cinéma. Mais merci, mes vœux aussi à Sergio, oui. Donc. Et on souhaite plein de bons films pour l'année 2011. Ah oui, vraiment, oui. J'ai vu, en allant voir le navire, j'ai vu la bande-annonce du nouveau film de Clint Eastwood qui va sortir fin janvier. Ah oui? Ça a l'air passionnant, oui. Il fait toujours en général, il fait de très bons films. Hein, le film s'appelle Au-delà, tout simplement. C'est le titre du film, Au-delà. C'est joué par Matt Damon. Un sacré titre, hein, c'est... Matt Damon, qui joue le rôle d'un médium. Après, je n'en sais pas plus. Mais Clint Eastwood est un cinéaste très intéressant. Et plus il prend de l'âge, plus il tourne. Là, il fait un film par an, là, maintenant. Un film par an, là? Ah oui. C'est incroyable, ouais, comme il est... Son dernier, c'était il y a juste un an, c'était Invictus, là, sur l'histoire de Nelson Mandela. Oui, c'est vrai. Oui. C'était en janvier l'année dernière, oui. Oui, non, c'est... Voilà.
Bon, donc, mais vous y allez à peu près à quel rythme, vous, au cinéma, Yves? Écoutez, j'ai ralenti quand même. Hein. Il fut une époque Ah où, bon quand j'ai vécu à Paris, j'ai vécu 11 ans à Paris dans les années 70, j'y allais presque tous les jours. Ah oui? J'allais presque tous les jours. Et ici aussi, j'ai levé le pied un peu, mais je vois, disons, environ une centaine de films par an, oui. Mais tous les jours, donc en sortant de votre travail, vous trouviez toujours, c'est ça, la possibilité d'aller à une séance? Oui. Ouais, ça, vous êtes un vrai passionné. Hein. C'est quand même très très rare de. Oui. Ah oui, non, parce que quand même, y aller tous les jours, j'ai jamais rencontré de personnes comme tous les vous. jours, quand j'allais tous les jours, j'étais quand même plus jeune. Et maintenant, j'ai levé le pied, j'y vais. Mais enfin, tous les 2 jours. Je vois 2-3 films par semaine, oui. Oui, c'est quand même énorme. Hein. Oui, plus de DVD. Je me suis accroché au DVD. Le DVD, c'est un truc, c'est un moyen de. Je voulais pas trop en entendre parler parce que moi, le cinéma, c'est quand même en salle de cinéma et dans les salles obscures. Mais le grand avantage du DVD, c'est que ça permet de découvrir ou redécouvrir des films des années 50, 60 qui sont complètement oubliés et qui sont toujours très bons. Je vais vous citer un petit exemple. Grâce au DVD, j'ai revu toute la filmographie récemment de Billy Wilder. Billy Wilder, son film le plus célèbre, c'est le très bon Certains l'aiment chaud. Ah oui, en effet, ben oui. C'est les années 50-60, ça, hein. Ouais. Certains l'aiment chaud avec Jack Lemmon, Tony Curtis et Marilyn Monroe. Ben oui, bien sûr, oui. Alors, oui, on ne retient qu'elle, oui. C'est le film le plus connu de Billy Wilder. Il est très bon, Certains l'aiment chaud, mais pour moi c'est pas son meilleur. Et ses meilleurs, ils sont quand même, ils sont un petit peu moins connus. Des films comme Boulevard du Crépuscule, qui est extraordinaire, et La Garçonnière aussi. Tout ça, Billy Wilder était un immense cinéaste américain au service d'histoires très intelligentes, même dans les comédies. La Garçonnière, c'est une comédie délicieuse. Il faut voir un peu le scénario, comment c'est écrit, c'est précis, il n'y a pas de temps mort. C'était les grandes années 50, ça. Mais vous auriez pu en faire votre métier. Il y a Alexandre d'ailleurs qui me dit mais c'est le nouveau Bruno Kras de Repos. Mais c'est vrai, vous êtes tellement... C'est vrai, vous... Enfin, c'était peut-être d'ailleurs votre métier, non? Pardon? C'était peut-être votre métier? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, loin de là. C'est vraiment une passion. Pas loin de là. Mon métier, c'était... Enfin, je suis toujours à mi-temps. Je serai à la retraite au mois de mai prochain. Je suis fonctionnaire dans l'administration des impôts. Voilà. C'est totalement différent ça n'a rien de à ma passion voir. pour le cinéma. Ouais. Et j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la TVA. Et TVA, pour moi, ça veut dire tendresse, volupté, amour. Vu comme ça, on se met à aimer la TVA. Il faut faire preuve de Avec fantaisie. vous, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas, Yves, hein? Vous arrivez à tout nous faire passer. Hein. Non, et puis, j'ai travaillé 11 ans à Paris, au quartier latin, à Saint-Germain-des-Prés, plus exactement place Saint-Sulpice, et j'avais... alors là, et j'avais à côté de moi toutes les salles A&C du quartier latin. Oui. Il y a Violaine qui dit qu'elle a vu le film de Zabou, le film qu'elle joue avec son fils, et qu'elle a beaucoup aimé. Il paraît que c'est un très joli film. Mais Zabou, elle avait fait se souvenir des belles choses. Oui. Zabou Bretman, il était magnifique ce film. Oui. Elle a une finesse, une délicatesse dans son appréhension des choses, une justesse. Oui. Et c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir vu là, parce que j'avais beaucoup aimé se souvenir des belles choses. Oui. Ouais, vraiment. Vous savez, il y a tellement de films à voir. C'est vrai, il y a tellement de films. Oui. Je trouve même qu'il y en a trop de films qui sortent, parce que je crois que trop de films, ça tue le cinéma, ça le banalise complètement. Et pour faire le tri dedans, c'est souvent difficile, parce qu'on ne peut pas tout voir, c'est pas possible. Il y a Flo qui me dit, elle a vu Valse avec Bachir. Oui, j'ai vu ça. Et elle dit c'est un chef-d'œuvre israélo-franco-allemand. Et c'est un film d'animation. Et puis il y a Jean-Pierre qui me dit il faut à tout prix aller voir et au milieu coule une rivière. Oui, ça c'est
plus ancien, c'est de Robert Redford, ça, oui. Ah, vous êtes incollable, hein. C'est incroyable, quoi. Je suis vraiment, je suis fascinée par votre culture cinématographique. Oui, oui. Franchement. Il y a un film qui vient de sortir en DVD et je vous en avais parlé à l'antenne, c'était l'été dernier, que j'ai beaucoup aimé. Cette année, c'est Tournée de Mathieu Amalric. Ou de Mathieu Oui. Oui. Et il y a justement, c'est dans ce film où il y a les danseuses là de cabaret qui se produisent, les stripteaseuses. Mais elles connaissent du coup beaucoup de succès. Hein. Bon, mais tant mieux, c'est grâce au film, oui, parce que le film est très bon. Et même. Ouais, dans le côté burlesque et tout, ouais. J'ai vu un reportage sur elles. Enfin, je crois que du coup, elles sont pas mal appréciées. Elles se produisent, elles vont faire des spectacles et tout. J'ai vu le reportage et c'est vrai que ça a l'air vraiment très chouette ce qu'elles font. Il y a un homme aussi dans la... Je l'ai toujours pas vu. Hein. Non, j'ai noté tout ça, mais j'ai du retard. Non, j'essaye de voir les nouveaux et du coup j'accumule. Mais j'ai noté. Oui. Il y a Georges, lui, qui dit moi j'en suis resté à Autant emporte le vent. Oui, il est resté au frère Lumière, hein, Georges. Autant l'emporte le vent. Je sais pas quel âge il a, Georges, mais Autant l'emporte le vent, ça date de 1939 quand même. Il va pas être content, mais vous savez, notre Majesté n'a pas d'âge. Hein, Autant l'emporte le vent, c'est quand même un classique extraordinaire. Hein. Magnifique. Hein. Parce que pour l'époque, la mise en scène qu'il y a dans ce film, c'est fabuleux. Non, mais c'est parce qu'il dit que je suis un peu sa Scarlett O'Hara. Tout ça, c'était pour me lancer des fleurs. Bon, mais je vous embrasse, Yves. Hein. C'était à chaque fois un bonheur. Alors, écoutez, allez vite dans les salles obscures. Voilà. Faites votre moisson de beaux films et puis venez vite nous les raconter sur l'antenne. Hein. Et j'encadre ceux pour qui j'ai le coup de cœur. Avec plaisir. Il y a Jean-Louis qui dit Yves est passionnant, il donne vraiment envie d'aller au cinéma. C'est vrai que moi, franchement, je serais patron d'un média radio ou télé, alors je vous embaucherai tout de suite pour parler cinéma, hein, parce que vous donnez vraiment envie d'y aller. Et pour que le cinéma vive, il faut aller au cinéma. C'est vrai, en plus. Le cinéma, ça se regarde aussi dans une salle de cinéma. Vrai. Je suis d'accord avec vous. Pas à la télé, surtout pas. Vous le faites vivre. Hein. À vous tout seul, oui. Mais j'ai entendu que la fréquentation des cinémas a nettement augmenté en 2010 par rapport aux autres années. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, quand on épluche avec précision les films qui ont le mieux marché, ça ne correspond pas toujours à mes goûts quand même. Mais tant pis, c'est comme ça. Pour financer les films intimistes, il faut qu'il y ait des gros succès à côté. C'est vrai, forcément. Oui. Il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment un cinéphile, il est le Jean-Paul Olivier du cyclisme. Je ne sais pas qui c'est, Jean-Paul Olivier. C'est un journaliste sportif. Ah, journaliste sportif, c'est pour ça que je ne m'y connais pas trop en sport. Bon, le sport, c'est pas... Tour de France. Oui. Oui. Il y a Sergio qui dit pauvre papy Bougon, il ne sait même pas encore qu'il y a des films en couleur. C'est plutôt Autant on emporte les vampes. Ah, ces deux-là, vous savez, c'est comme les deux papys du Moped Show. Bon, enfin, c'est la guéguerre continue même en 2011. Oui. Allez, je vous embrasse vraiment et à très vite, Yves. Moi aussi, bonne nuit et merci. À très vite, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Vincent m'envoie un petit courriel pour me dire quel plaisir d'entendre un témoignage de cinéphile à l'antenne. Pour ma part, j'ai vu en 2010 283 films en salle. Merci à ma carte illimitée. Il y a eu beaucoup de beaux films cette année. Bah oui, vu le nombre de films que vous avez vus, mon cher Vincent. Et j'ai beaucoup aimé Potiche pour ma part. Il y a également Charles qui m'écrit « Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, ma chère Caroline, mais Potiche, j'ai adoré, à tel point que j'ai traîné mes parents qui n'étaient pas allés au ciné depuis des années et ils ont beaucoup aimé. Bonne année à toute l'équipe. » Et puis, on a Nathalie qui nous écrit, qui dit « J'ai regardé la vidéo de l'émission des 10 ans.
de l'émission sur le site internet et une seule question se pose. Est-ce que Justin est célibataire ? Ah, mystère. Justin, justement, qui m'apporte un mail, qui a un grand sourire. On va entretenir le mystère, hein, ma chère Nathalie. Je comprends qu'il vous fasse craquer, mais bon. Charles qui dit si la fréquentation des salles a augmenté, ce n'est peut-être pas un hasard. En tout cas, vous m'avez donné envie d'y retourner. À propos des 10 ans, Jean-Pierre me dit au fait, je vous ai pas raconté comment j'ai terminé ma nuit après les 10 ans. Eh bien, j'ai suivi les conseils de Fifi. Je suis allée manger un tartare à l'Aubrac. C'est un resto qui reste ouvert toute la nuit, là, à côté de la rue François 1er, à 4h du matin. Génial, nuit blanche comme prévu, un souvenir inoubliable, nous dit Jean-Pierre. Il y a toujours de bonnes adresses, ce Fifi. Hein, ouais, toujours dans les bons plans. Ça, vous allez voir, le Georges encore, il va dire, voilà, c'est là qu'il amène, qu'il amène ses petites fiancées. Après, non, au milieu de la nuit, il travaille. À propos de Georges, Sergio dit, vous savez, on ne charrie que ceux que l'on aime, mon papy bougon adoré, que 2011 t'apporte une télé couleur. Et puis Anna me dit alors, ma chère Caroline, on fait de la censure maintenant. J'avais parlé concernant notre majesté de l'érection d'un palais. Oui, ça se dit. On parle de l'érection d'une statue. Donc pourquoi m'avez-vous censuré ? Bah oui, j'osais pas trop le dire. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai mes pudeurs. Je suis quelqu'un de très pudique. Bon, elle dit turnover de roi, voire de reine, me semble la solution aux ambitions démesurées de ce roi de la nuit. Oh, moi je l'aime bien, notre roi. Allez, on le garde encore un petit peu. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tous mes vœux, bonne année. Merci Nathalie. Ainsi qu'à vos auditeurs. Tous mes vœux à vous. Et puis j'ai bien aimé Potiche aussi. Ah, ouais. Vous aussi. Ça m'a bien fait rire. Oui, écoutez, oui, moi je trouve aussi, mais bon. Oui, voilà. Donc vous avez passé un bon moment. Ah oui, moi aussi, vraiment. J'ai bien ri, voilà. Donc. Alors là, ce qui vous fait moins rire, c'est que vous souffrez de TOC. Ah, énormément. Oui. Oui. Quel genre de TOC ? Les TOC, je rappelle, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs. Oui. Oui. On ne peut pas s'empêcher de faire certaines choses, des vérifications, de se laver les mains, je ne sais pas en quoi ça consiste pour vous. Eh bien, dès qu'il s'agit de moi, ça va bien. Mais quand je dois m'occuper de quelqu'un ou de quelque chose ou de quelqu'un que j'aime, ça ne va plus. J'ai des tocs. Bon, alors, en premier cas, ce sont mes chats, puisque c'est les premiers. Bon, bêtement, je suis obligée de vérifier plusieurs fois si je dois fermer les portes ou pas. Donc, je remonte au moins 20 fois. Voilà. Et là, je suis partie pour Noël chez mes parents. Et je me suis dit, je vais être tranquille, je vais pouvoir respirer un petit peu. Et à chaque fois, c'était pareil, vérifier la porte, voir si... Voilà, vérifier les portes, voir si elles sont fermées, si les gens ne craignent rien autour de moi. On s'est déjà parlé, non ? Oui. Oui, c'est ça, parce que ça me dit quelque chose à propos de vos chats. Vous preniez beaucoup soin d'eux, de vérifier qu'il n'y avait pas de souci, enfin, qu'ils étaient bien enfermés, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils étaient bien protégés à l'intérieur. Et ça allait mieux. Et puis là, j'ai recommencé à avoir des peurs irraisonnées. D'accord, ça allait mieux à un moment. Quand est-ce que ça a commencé à aller mieux ? Eh bien, je vous ai parlé, j'ai réfléchi, je suis allée voir mon médecin, on a parlé, je comprends, mais j'ai compris autrement, et puis ça a été mieux. Et puis, à un moment donné, je me suis comme laissée dépasser par quelque chose. Je vous dis quelque chose parce que je ne sais pas quoi. Et voilà,
J'ai à nouveau peur pour eux. Vous avez à nouveau peur. Oui. Le fait d'en avoir parlé à un moment donné à votre médecin, vous avez un peu apaisé. Oui. Oui. Le fait de vous avoir parlé, je suis allée voir mon médecin. Oui. Votre médecin généraliste. Oui. Qui vraiment m'écoute, vraiment avec qui j'ai vraiment confiance et voilà. Et j'allais la voir, c'est une femme, j'allais la voir une fois par semaine et nous avons beaucoup parlé. Et puis voilà. Et puis après j'ai dit je me suis dit tu vas t'en sortir, tu arrêtes un peu, hein, voilà. Et puis finalement je m'aperçois que je suis toujours dans cette histoire. Et oui, mais parce que c'est pas la raison qui est en cause. Vous raisonner ne sert à rien au fond, Nathalie. C'est-à-dire que sur le moment, oui, mais vous savez bien au fond que qu'il n'y a pas véritablement de danger, mais c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous pousse à vérifier. Il y a une angoisse un peu sans objet, qu'on qualifie de sans objet. Donc, c'est un peu au-dessus de vos forces, vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse, vraiment, c'est compulsif à vérifier, à revenir sur vos pas, à vérifier que les portes sont bien fermées, que vos chats sont bien en sécurité. Mon amour, mes parents, mes amis. Donc ça se traduit comment par rapport à votre amour, vos amants, Non, moi... vos parents. Oui. Non, j'ai un amour, j'ai pas d'amant. Ça se pourrait, mais non. Je n'en ai pas la force et... Non, mais c'est bon. Désolée. Non, c'est moi. Désolée. Vous n'avez pas à être désolée. Hein. C'est pas vous qui allez vous excuser en plus. C'est moi qui fais des lapsus. Et c'est vous qui vous excusez. Ah non, vous n'allez pas vous excuser pour moi. Voyez, moi je m'excuse pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire contre ces lapsus. Hein. Ah oui, c'est on ne peut qu'en... J'adore. On ne peut qu'en prendre acte, noter et puis dire bon ben voilà, hein, j'en parlerai à mon psy. Le problème c'est que j'aime en ça, espérant que mes amours, mes amants, mes amis et mes emmerdes n'écoutent pas. Hein. Ah oui, j'adore rire. ou alors on a des emmerdes quoi. À cet instant, vous me faites tellement rire. Merci. Bon, non, mais allez. Ouais, le matin, quand je me réveille. Oui. La première chose, c'est ouf, je suis en vie. Oui. Mais j'ai peur. Ah oui. Alors après, ma raison et puis ma pulsion de vie. Oui. Donc je me lève, voilà, je vis. Mais la première chose, c'est j'ai peur. Mais peur de quoi Je n'arrive pas à comprendre. Oui, et non. Peur de quoi? Alors j'appelle mon amour, j'appelle mes parents, j'appelle tout le monde. Je regarde, je vérifie si mes chats sont vivants. Voilà, je descends parce que j'ai un café en bas de chez moi. Donc voilà, je vois tous les gens de mon village, voilà. Et là, je vais mieux. Oui. Je suis peut-être très immature, je pense. Oh non, ça, c'est pas une question. Non, ne vous jugez pas comme ça de façon aussi dure. Non, cette peur, elle est certainement très profonde, très archaïque. Il y a une peur de... ça touche à quelque chose de votre histoire, hein, certainement, Nathalie, ou d'une histoire de votre... Je ne sais pas, je me garderai bien de faire une interprétation. Ouais. Mais il y a quelque chose... alors,
je me garderai d'autant plus de faire une interprétation ne vous connaissant pas, que parfois, si vous voulez, ça peut être pas forcément lié à une peur comme ça de la mort. Ça peut être lié à des séparations qui ont été mal vécues. Vous voyez, c'est pas toujours lié à ce que l'on croit apparemment au premier degré. Des séparations mal vécues peuvent donner lieu à des angoisses d'abandon, à des angoisses de mort. Oui, voilà. Alors peut-être après que dans votre histoire personnelle, dans votre histoire familiale, il y a eu des morts précoces, ou peut-être que vous, autour des circonstances de votre naissance, Mais je vous avais dit une fois que ma maman avait vécu deux enfants mort-nés. Avant vous? Et vous m'aviez dit que un avant moi et un après moi. Je me souviens que vous m'aviez dit qu'à cette époque, moi je peux pas me rappeler, je peux pas, je sais pas. Oui, il y a eu deux fausses couches, des enfants morts-nés. Il y a eu une fausse couche et un enfant mort-né, oui. Mais c'est tellement loin que je pense que voilà quoi. Non, pas forcément. Non, c'est pas. Vous savez, notre inconscient ignore le temps. Hein. Oui. Donc, je dis souvent le temps psychique n'a rien à voir avec le temps réel. Donc, pour notre inconscient, ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, ou ce qui s'est passé hier, c'est la même chose. Mais une fois qu'on le sait et qu'on l'a assimilé, ça peut pas être... on peut pas en faire un deuil et en faire si, justement, c'est-à-dire qu'entre le savoir, c'est-à-dire le savoir intellectuellement, et l'assimiler, c'est-à-dire l'intégrer, le digérer, c'est-à-dire parce que sinon ce sont des choses qui sont au fond un peu refoulées, c'est-à-dire qui sont là, mais pas qui agissent en nous, mais qui ne sont pas vraiment, auxquels on n'a pas vraiment accès. Vous le savez intellectuellement, mais je ne dis pas qu'il s'agit seulement de cette piste-là, hein, mais il y a des choses qui peuvent agir. En moi, oui. Au réveil. Une détresse, oui, profonde. Une détresse, si. Alors que une fois que je fais revenir ma raison, ma pulsion de vie, j'écoute Barbara, j'écoute Dédi, je m'occupe de tout. Oui. Oui, c'est magnifique, mais c'est pas. Oui. Dis, quand reviendras-tu? Il pleut sur Nantes. Bon. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas. Ouais, je me réveille, hein. Je m'occupe de mes chats, je m'occupe de tout le monde, je m'occupe de tout. Mais au réveil, pourquoi j'entends j'ai peur? Pourquoi vous... Et alors, quand est-ce que vous pensez pas qu'il serait temps de vous occuper de vous et de cette détresse et de votre souffrance? Parce que vous vous occupez de tout le monde. Vous n'avez de cesse de me répéter cela, Nathalie. Quand est-ce que vous allez enfin vous occuper de vous? Très bonne question. Parce qu'il faut la prendre en considération, cette détresse-là. Et ne pas rester dans une aussi grande détresse. On ne se lève pas. On m'en sortir toute seule. Non, mais on ne se lève pas. Il ne faut pas continuer à se lever en ayant cette peur comme ça et cette peur de vivre. Et pourtant, elle ne dure pas longtemps. Peu importe, c'est déjà trop. Elle se répète. Ah bon? Et c'est déjà trop. Ah oui, bon? Quand ça se répète comme ça tous les jours, ça ne va pas. Ah bon? Oui. Ah. L'important, c'est qu'elle se répète. Ah. Ah bon. Donc, ça serait important que vous parliez avec votre médecin traitant, puisque vous avez une bonne relation de confiance avec elle, pour qu'elle vous donne les coordonnées d'un psychothérapeute. Je dirais même d'un psychiatre psychothérapeute.
D'accord. Parce que si vous voulez un psychiatre, je vous explique pourquoi psychiatre. Oui. Parce que par rapport à ces troubles obsessionnels compulsifs, on peut vous donner dans un premier temps un traitement qui va diminuer l'intensité des troubles. Mais il vaut mieux que ce soit un psychiatre qui vous les prescrive, parce que lui, il va vous demander quel type de symptômes vous avez, quel genre de troubles, leur fréquence, leur intensité. En fonction de cela, il va voir avec vous. Voyez quel type de traitement. Oui. Déjà, ça peut faire diminuer leur intensité. Mais un médicament ne peut pas me faire perdre ma mémoire et mes... Ah non. Non, J'ai au peur contraire. de me perdre. Ah non, au contraire. Le médicament, au contraire, si vous voulez, ces troubles obsessionnels compulsifs vous font consommer beaucoup d'énergie. Oui, Votre énergie est absorbée par ces vérifications. énormément. Mais oui, vous fatigue terriblement. Ouais. Donc toute cette énergie qui est absorbée par cela pour lutter au fond contre l'angoisse, parce Oui. que c'est une angoisse derrière, C'est ça. à partir du moment où vous aurez moins de symptômes, vous allez retrouver de l'énergie. Donc les médicaments qu'on vous donne, au contraire, vont faire baisser ce seuil-là d'angoisse. Oui. Mais parallèlement à cela, je dis bien parallèlement à cela, Nathalie, il est important que vous parliez, parce qu'on voit bien, vous êtes à même de parler, de dire, de donner du sens à ce qui vous fait souffrir. Oui. Vous voyez, ça c'est dans un premier temps pour vous permettre de retrouver un peu moins d'angoisse et de faire une thérapie en parallèle. Et pourquoi en même temps j'ai besoin de voir du monde, de rire, de m'amuser, de travailler, pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes, je veux dire, avoir des troubles obsessionnels compulsifs, c'est avoir une angoisse sur lesquelles, pour le moment, vous avez du mal à mettre des mots, Oui. et donc qui se traduit par, comme vous ne savez pas comment la résorber, toute votre énergie est concentrée sur vous cherchez à compenser en faisant des rituels, des vérifications, et qui est une façon de canaliser cette angoisse. D'accord. Mais vous n'êtes pas malade. D'accord. Il y a une souffrance, il y a une détresse dont Je vous pense parlez. que je suis malade, de toute façon, je suis folle, mais... Ah, ça n'a rien à voir avec la folie, ça. Je pense que... Ah non, ça n'a rien à voir avec la folie. Ah Il y a bon. les troubles obsessionnels compulsifs, c'est une angoisse, qui se traduisent après par des symptômes où il y a un peu de façon obsessionnelle, on cherche à canaliser cette angoisse, mais on n'est pas du tout dans le registre de la folie. D'accord. Pas du tout. Ben non, vous en parlez de façon tout à fait consciente. Vous êtes bien consciente que vous ne devriez pas faire cela. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Non, je peux pas. Vous voyez, quelqu'un... pas. mais vous ne pouvez pas, non. C'est pour ça Non. que vous vous épuisez à dire, oh là là, il faudrait que je me raisonne. Oui. Mais quelqu'un qui serait totalement fou, entre guillemets, lui, ne se poserait même pas la question. Il agirait, point barre. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, je comprends. Donc, c'est important que vous puissiez consulter, mais que vous voyez plutôt un psychiatre, parce qu'il pourra vous prescrire un traitement et demander conseil à votre médecin traitant. Hein. Oui, je vais aller la voir. Mm. Mais j'ai peur, ça veut dire quoi, j'ai peur? Ah, ben pas ça, si je peur. savais. Si, vous avez peur, bien sûr, mais Mais peur, il faut... Oui, mais vous allez en parler de ces peurs, Nathalie. Ah oui, d'accord. C'est justement en parlant de vos peurs que vous allez petit à petit les apprivoiser et en avoir moins Parce que peur. C'est ce que dit peur, Brigitte, hein, pour rejoindre les sources de cette profonde insécurité. Même si on Il les faut sent pas, certainement les un peurs, on les vrai a. travail avec un psy. Ben, vous les sentez, hein, vous vous levez en ayant peur. Hein, Je donc, dis j'ai vous peur avez et peur. après j'ai plus peur. Vous vous levez en ayant peur. Ouais. Donc, vous la sentez, la peur. Mais après, elle s'efface parce que petit à petit, voilà, la journée reprend son cours et vous êtes dans la journée. Mais la peur, elle est là. Donc, allez en parler, vraiment. D'accord, Bon courage à vous. d'accord. Au revoir, Nathalie. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir.
Oui, je voulais réagir. J'ai entendu donc tes 2 témoignages, je crois jeudi et aujourd'hui, là, sur... De Sébastien, et le jeune homme qui voulait voilà. faire son coming out, et de son ami Romain, qui lui donnait Voilà, un alors peu moi, des je voulais conseils. simplement dire un petit peu ce que j'en pense, parce que bon, j'ai une 50aine d'années, j'ai connu pas mal de gens autour de moi qui l'ont fait, qui l'ont pas fait, et je leur conseille toujours, c'est qu'un conseil, cette solution, je trouve que elle est assez, ça marche assez bien. C'est-à-dire, moi, je suis tout à fait contre de dire à ses parents, quand on est chez ses parents, qu'on est homosexuel, parce que j'estime que un hétéro va dire je suis hétéro, je suis homo, enfin je veux dire moi je suis complètement contre. On a tous dans ces cas-là, ça m'est arrivé, j'ai des amis que ça m'est arrivé, on a tous des copains et des copines, on sort, on s'amuse. Ce qui se passe sur le plan sexuel, bon les parents n'ont pas à le savoir. Et je trouve que le jour, parce que ça arrive, et j'espère que ça arrivera aux 2 personnes qui ont parlé sur l'antenne, on tombe amoureux d'une personne et puis on fait comme quand on est en couple, avec une jeune fille. Un jour, on se met en appartement et là, une fois en appartement, et on dit à ses parents, écoutez, voilà, je me mets en appartement avec X personnes, on vous recevra boire le café, par exemple, vous passez nous voir. Et ça permet aux parents de mûrir, parce que c'est toujours un choc. Hein. Déjà, on n'est plus sous le toit, donc parce qu'un jour ou l'autre, ça ressort toujours. Et puis après, les parents mûrissent et les parents reviennent toujours chez leur fils un jour ou l'autre. Moi, je sais que ma mère m'a appelé quelque temps après, et il a fallu du temps, 2 à 3 mois, en disant, écoute, on va passer, on va venir boire le café. Mais vous comprenez, c'est pas agressif. Oui. On s'installe dans un appartement avec son ami, comme on le ferait avec une jeune fille. Et puis là, à ce moment-là, on le dit. On dit, je m'installe, je prends un appartement avec telle personne. Les parents comprennent tout de suite, enfin, ils sont pas bêtes. Et là, ils mûrissent et on leur dit, écoutez, la porte est grande ouverte, je comprends que c'est compliqué, mais vous pouvez passer n'importe quel, je vous présenterai mon copain. Et c'est moins agressif que d'être sous le même toit, parce que là, on est après sous la tutelle des parents, c'est compliqué. Moi, je sais qu'au moindre énervement, ça ressort. Bien que la mère le sait, parce que moi je suis persuadée que les mamans savent toujours, le savent avant qu'on leur dise. Oui, souvent. Mais je trouve que c'est une bonne solution. Oui, et puis comme vous dites, le fait de présenter aussi un ami, un compagnon, c'est pas la même chose que de parler d'homosexualité. Ça peut être, c'est un peu, c'est flou. Alors que présenter quelqu'un, ça peut être aussi, là, ça permet aussi aux parents de dire, voilà, on présente une personne, il y a moins la projection de tous les fantasmes, de toutes les peurs. Il y a quelqu'un de concret. Moi, je suis vraiment en accord avec ce que vous dites, Bruno. Merci beaucoup, en tout cas. Les parents, vous comprenez, c'est eux qui font la démarche de venir vous voir. C'est différent. Bien sûr, vous êtes sur votre territoire, c'est important. Il y en a toujours un, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre. Donc la maman va peut-être convaincre le papa, ou dans l'autre sens. Et puis c'est notre fils, il faut quand même y aller. Et puis il y a plus cette dépendance. Merci beaucoup, Bruno, de ce conseil. J'espère que Sébastien vous aura entendu. Peut-être qu'il va écouter l'émission, je pense, en podcast. Merci. Au revoir.